On va terminer avec Florence Buchholzer, conseillère prospective et analyse d'impact. Je crois que je ne me trompe pas, j'insiste aussi sur le « et analyse d'impact », parce qu'il en a souvent été question, pas forcément dans cette table ronde, mais dans les mois précédents, à propos du Green Deal, bien sûr, du pacte vert. Donc Florence, il vous revient de conclure cette matinée, de nous dire un peu qu'est-ce que vous retenez dans tous ces échanges. Merci. Mais merci beaucoup, Jean-Christophe, et à tous les organisateurs d'avoir confié à une représentante de la Commission européenne le défi de rassembler des conclusions de ces échanges très riches. Et bien sûr, merci à tous les intervenants et à tous ceux qui ont posé des questions, parce que vraiment, c'était des échanges de qualité, et je vais essayer de refléter fidèlement ces échanges. Et si vous permettez, je vous appellerai par vos prénoms, parce que sinon, ça va prendre encore plus de temps. Voilà. Et bien sûr, je vais essayer de répondre à certaines des questions qui ont été posées au sujet des politiques européennes et mettre, oui, autant que possible dans une perspective européenne, mais de long terme, puisqu'on est dans un sujet de prospective, mais tout en ayant en tête l'action qui en résulte. Et je vous remercie aussi d'avoir intégré les dimensions européennes déjà dans vos interventions, et cela n'enlève en rien l'importance des dimensions locales, régionales, territoriales, etc. Dans l'ordre chronologique, je vais commencer par Olivier, et vraiment merci beaucoup de ce cadrage, avec un cadre très mouvant, et effectivement, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, en plus du coup humain et de toutes les implications socio-économiques au-delà de l'Ukraine et en particulier en Europe. Donc cette guerre a complètement remis en question l'ordre international. Les organisations des Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'ordre occidental, l'OTAN, et en particulier aussi, c'est bien sûr une attaque aux valeurs de l'Union européenne. Et en plus, voilà, l'énergie et l'alimentation ont été utilisées comme des armes, de nouvelles armes, et avec ses conséquences sur l'inflation, l'emploi, etc. Et je suis complètement d'accord au sujet de ce concept de tournant géopolitique, mais aussi géoéconomique. Et la réaction des États-Unis avec ce Inflation Reduction Act montre aussi toutes ces dimensions imbriquées, socio-économiques, etc. Alors, le président Éric Thirouin s'est référé à l'intervention de la présidente de la Commission européenne hier à Strasbourg, au Parlement européen, dans son discours sur l'état de l'Union. Je vous remercie pour cette référence. Et en effet, comme l'a rappelé Sébastien, en 2019, quand elle s'est présentée devant le Parlement pour sa candidature à la présidence de la Commission, elle a préconisé dans ses lignes directrices de présider une commission géopolitique. Et j'espère que cette commission et l'Union européenne dans son ensemble a finalement pris un rôle plus géopolitique, ensemble évidemment avec les chefs d'État et de gouvernement, parce qu'il est question de souveraineté, de questions stratégiques, mais juste pour dire que donc hier, effectivement, elle a réaffirmé ce rôle géopolitique, et elle a utilisé des termes forts, en tout cas au niveau européen, souveraineté, et ces questions de sécurité, qui commençaient par la défense, ont pris aussi une dimension économique. Donc complètement d'accord sur la juxtaposition de la géopolitique et de la géoéconomie. Alors, au niveau européen, on avait déjà dérivé de la politique de la défense un concept d'autonomie stratégique. À la Commission, c'est devenu l'autonomie stratégique ouverte, parce que, compte tenu du poids de l'Europe et de ses États membres
dans les échanges mondiaux, y compris agroalimentaires, on ne peut pas avoir un repli protectionniste parce que nos exportations, en particulier agroalimentaires, sont également source de croissance et d'emploi. Voilà, donc il faut composer avec les dimensions d'économie ouverte et qui participent à l'économie mondiale et ont un rôle, etc. Donc ce concept d'autonomie stratégique ouverte avait été déjà défini, disons, au niveau de la Commission dans différents documents, et notamment dans les rapports annuels de prospective stratégique qui ont vu le jour, justement, avec cette nouvelle commission géopolitique. Et donc en 2021, on avait ce rapport de prospective stratégique et qui s'appuyait, comme toujours, sur des travaux de prospective et en l'occurrence sur des scénarios de géopolitique publiés par le Centre commun de recherche sur ces questions d'autonomie stratégique ouverte. Et cela incluait un scénario de guerre hybride par et avec la Russie. Donc ça, c'était en 2021. Et donc, suite à la guerre, qui est toujours en cours, malheureusement, ces travaux sur l'autonomie stratégique ouverte ont été mis à jour. Donc, ces scénarios ont été révisés et viennent d'être republiés. Et il est question de la position de l'Union européenne et de ses États membres dans un monde qui change à l'horizon 2050. Et on regarde aussi justement certains contrastes sur les BRICS, parce qu'effectivement, selon leur positionnement, ça change complètement la donne mondiale. Et donc, il y a quatre scénarios, dont un s'appelle se battre sur la durabilité, et avec des scénarios de monde bipolaire, etc. Donc voilà, on essaye effectivement de mieux remplir notre rôle et disons, de contribution dans ces nouveaux paysages mouvants géopolitiques mondiaux. Donc, l'autonomie stratégique ouverte, c'était toujours le sujet du rapport de prospective stratégique de cette année, mais avec un focus sur les dimensions socio-économiques de la durabilité, compte tenu de l'inflation, etc. J'ajoute encore que l'autonomie stratégique ouverte, c'est une des priorités de la présidence espagnole du Conseil des ministres de l'Union européenne. Ils ont aussi entrepris un travail prospectif qui a sélectionné 4 secteurs stratégiques, dont l'agriculture et l'alimentation, la santé, l'énergie et le digital, le numérique. Donc, il en a été question dans les instances agricoles du Conseil, et ça devrait être à l'ordre du jour du sommet informel des chefs d'État et de gouvernement le 6 octobre à Grenade. Donc voilà, c'est d'une actualité brûlante avec tout ce que ça implique, comme je disais, en coûts humains en Ukraine et au-delà. Donc, après l'éclatement de cette guerre, la Commission a gardé le cap du... c'est un lapsus, le cap du pacte vert. Et le pacte vert, dès le départ, était présenté non seulement comme dans ses dimensions vertes, changement climatique, environnement, mais c'est un pacte de croissance. C'est une nouvelle forme de croissance, et la présidente l'a réaffirmé à Strasbourg hier. Mais en fait, on a confirmé la direction du Green Deal, ses cibles, notamment dans le domaine de l'énergie, parce que, donc là, pour aussi des questions de sécurité des approvisionnements, il s'agissait quasiment d'accélérer la transition verte pour le remplacement du gaz et autres énergies fossiles importées, en particulier de Russie. Donc là, il y a même eu un débat sur il faut accélérer la transition verte, au moins dans le secteur énergétique. Ensuite, dans ce débat, pour d'autres cibles du pacte vert et d'autres secteurs, là, il y a eu un débat sur le pas de temps, pour reprendre votre expression, Philippe. Donc, effectivement,
le débat avait commencé sur qu'est-ce qu'il faut accélérer et qu'est-ce qu'il faut éventuellement reconsidérer ou mettre en pause, pour utiliser aussi une autre expression. Et en l'occurrence, c'est là qu'est arrivé le débat avec les questions de sécurité alimentaire. Alors, premièrement, dans l'Union européenne, malgré la pandémie et la guerre à nos frontières, il n'y a pas eu de problème majeur d'approvisionnement alimentaire et la présidente a rendu hommage hier au rôle des agriculteurs et de tous les opérateurs économiques des systèmes alimentaires européens. On avait aussi des politiques, notamment la politique agricole commune, ou des mécanismes de dialogue, même au niveau international. On a mentionné le G20 agricole. Il y a quand même eu ce dialogue, mais avec des problèmes spécifiques, étant donné que la Russie et certains de ses alliés font partie de ce G20 agricole étendu. Voilà. Mais ces crises ont quand même révélé, mis au grand jour, des tensions sous-jacentes, et en particulier des tensions sur l'inflation alimentaire, et qui a commencé avant la guerre. Il y avait des facteurs à l'œuvre déjà, des fondamentaux, et qui risquent de durer, pour une somme de raisons, j'y reviendrai, et a mis en lumière certaines vulnérabilités, aussi logistiques, d'où l'intérêt, comme vous le disiez aussi, de maîtriser la logistique. C'est aussi une des dimensions de la souveraineté, les ports européens, etc. Et parmi les vulnérabilités aussi, des vulnérabilités en termes de dépendance pour les importations, notamment pour l'alimentation animale, les engrais et certains produits vétérinaires aussi. De même qu'on a des dépendances pour les importations pour la santé humaine. Donc, effectivement, il y a eu des arbitrages. Et en fait, dans les arbitrages, nous, dans les documents et les approches de la Commission européenne, on a établi une distinction très claire entre court terme et long terme. Alors, je ne m'appesantis pas sur les arbitrages de court terme et les dimensions de la sécurité alimentaire à court terme, parce que là, par exemple, on a décidé d'exemption sur certaines des règles de la nouvelle PAC qui vient d'être mise en œuvre, de la précédente PAC qui s'appliquait encore à ce moment-là, et il y a des questions en suspens sur des exemptions de court terme dans la nouvelle politique agricole commune. Mais comme on est ici dans un discours plus de long terme, dans les dimensions de long terme de la sécurité alimentaire, il y a des questions clés de fertilité des sols, de maintien d'une capacité de productivité, mais durable. Donc, productivité durable, ça fait partie des concepts qui sont discutés dans les instances internationales et européennes, OCDE, FAO, etc. Voilà. Donc, encore une fois, donc, pour la sécurité alimentaire à long terme et même l'autonomie stratégique, il faut réduire des dépendances sur les pesticides, les engrais, en utiliser moins, maintenir la capacité naturelle de fertilité des sols, l'améliorer, etc. Et c'est pourquoi la Commission a maintenu ces initiatives, stratégie biodiversité, réduction de pesticides, mais aussi complété plus récemment avec un paquet avec plus d'outils, donc pour des nouvelles approches sur les sols, sur les nouvelles technologies génomiques, etc. Donc en fait, c'est un ensemble de propositions qui sont appelées à être complétées tôt ou tard. Voilà, mais je reviendrai là-dessus sur la question sur Farm to Forks. Farm to Forks, c'est pas non plus pour nous une approche de décroissance. Donc effectivement, moi aussi, j'étais un petit peu étonnée de voir le positionnement de Farm to Fork dans le cadran des scénarios très intéressants de Culturible. Voilà. Donc, au milieu de tout ça, on est tous d'accord que
en fait, la prospective nous aide à élaborer des chemins de transition avec des alternatives pour mieux réinventer les futurs et les choisir plutôt que de les subir. C'était vous aussi, je crois, Philippe. Donc voilà. Et merci Jean-Christophe d'avoir fait ce panorama de tous ces travaux prospectifs récents qui nourrissent les réflexions et complètement d'accord sur les variables clés. Production, est-ce qu'il s'agit de produire plus à tout prix? Pas forcément. En tout cas, produire mieux, avec moins, différemment, avec une diversité des approches possibles. Donc une agriculture plurielle, c'est un petit peu aussi effectivement ce que promeut la Commission, quoi. Différentes manières de produire, bio, agroécologie et autres. Donc du côté de la demande, effectivement, beaucoup de questions, et Jean-Christophe, tu l'as abordé, ces questions de asynchronie, enfin de vitesse inégale des changements dans la production et la demande alimentaire. En général, du côté de la demande alimentaire, les changements sont lents, sauf basculement chez certains consommateurs suite à, je ne sais pas, un reportage sur les abattoirs ou une vidéo, etc. Mais voilà, c'est des changements relativement lents, versatiles, etc. Alors, on a toujours ces questions dans notre outlook, donc ça, c'est notre prospective normative sur le rythme de la réduction, par exemple, de la consommation de viande. Ça dépend, quelle viande, ça dépend si c'est dans les foyers ou hors foyer, etc. Et puis, est-ce que c'est les véganes qui vont impulser les changements ou les flexitariens qui ont un poids quand même beaucoup plus massif, en fait. Donc, voilà. Le commerce alimentaire, ce n'est pas juste le solde de l'offre et de la demande européenne, parce qu'effectivement, il y a des manières d'influencer le commerce mondial, et je remercie Sébastien d'avoir répondu à la question de monsieur. Effectivement, on n'est plus dans des accords commerciaux traditionnels, on ajoute ce chapitre de durabilité. Alors, il y a les règles de l'OMC qu'on continue de respecter, mais même à l'OMC, il y a certaines marges pour certains types de normes, et notamment peut-être sur le bien-être animal. Et donc, on change les approches. Ce n'est pas uniquement la valeur du commerce, mais aussi les valeurs européennes dans ces chapitres de durabilité, dans nos accords bilatéraux, régionaux. Mais on a également mis en œuvre des mesures autonomes à nos frontières, et notamment les règles sur l'absence de déforestation, y compris sur certains produits clés, dont le soja, et le mécanisme d'ajustement aux frontières pour certains produits, pas les produits agricoles, puisque c'est lié à la manière dont on comptabilise les gaz à effet de serre. Voilà, donc je voudrais juste effectivement dire que je comprends que l'ensemble, enfin les études qui ont été discutées aujourd'hui ont une approche plutôt biophysique, c'est des flux, alors que pour nous, à la Commission européenne, on utilise beaucoup des modèles plutôt économiques auxquels on a rajouté des variables biophysiques, mais c'est très compliqué, il y a très peu de personnes qui savent faire tourner les modèles, moins qui peuvent interpréter, et politiquement, je reconnais que vos travaux de prospective sont plus attractifs parce que les hypothèses sont plus explicites, voire elles guident les travaux quand même. Donc voilà, donc ça réduit un peu la complexité, mais c'est plus pédagogique. Donc je reconnais toute la pédagogie et il y a quand même beaucoup d'efforts de communication qui sont faits sur ces nouvelles approches. Mais quand même, je suis d'accord que les résultats économiques comptent et devraient pouvoir être estimés. Les impacts devraient pouvoir être estimés d'une manière ou d'une autre. Alors, si ce n'est pas dans vos exercices à vous, dans des analyses
complémentaires parce qu'effectivement, les prix sont fondamentaux à la fois pour les agriculteurs et les consommateurs. Et si on veut des modes de production plus durables, ça renchérit les coûts. Ça renchérit les coûts pour les agriculteurs et pour les consommateurs. Donc, il y a ces questions de consentement à payer pour ceux qui peuvent, possibilités, etc. Donc, vraiment, on ne sous-estime pas les questions liées à l'inflation. Et c'est pour ça qu'on doit aussi mettre dans les équations, pas seulement des modèles, mais dans les approches, les pertes et les gaspillages alimentaires. Donc, payer plus pour une nourriture et une agriculture de qualité, mais vraiment moins de pertes en quantité dans les champs, mais surtout dans les foyers et dans la chaîne alimentaire. J'ajoute que les questions de compétitivité, effectivement, remontent en puissance, pas seulement suite en réaction aux États-Unis, mais compétitivité, maintenant, ça doit c'est renforcé dans nos analyses d'impact, y compris la nécessité de réduire la charge, le fardeau administrative burden. Donc ça, c'est complètement intégré dans nos analyses. Souligner l'importance de la question des terres. Alors pas seulement pour des raisons foncières et pour les raisons que vous avez expliquées sur les concurrences dans les utilisations alimentaires, non alimentaires, etc. Parce qu'il y a aussi un changement de donne, y compris avec le pacte vert, la guerre, etc. Et sur les sols aussi, ces questions de fertilité. Donc voilà, nous, on a une mission sur les sols, une nouvelle proposition de loi sur les sols et sur les terres des études et autre facteur sur lequel je souhaite attirer l'attention, l'eau. Parce que pour les prospectivistes, c'est très clair, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus grave que les rares modèles qui ont des données quantitatives sur l'eau ne le précisaient. Et hier, dans les documents sur l'état de l'Union, sous Pacte vert, parmi les 3 initiatives mises en lumière hier, on peut encore changer, il y avait une initiative sur la résilience de l'eau pour l'Union européenne et on y travaille, donc c'est le rôle de la prospective, c'est d'anticiper. Donc nous aussi à la DG Agri, on travaille sur ces questions de résilience de l'eau, mais apparemment on va devoir finir plus rapidement qu'on ne le pensait. Mais c'est ça, la prospective, c'est être préparé. Donc voilà, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Donc je termine sur l'intérêt de la prospective, donc mettre en perspective, approches structurées qui permettent de dégager des priorités. Alors tout est très très complexe, mais paradoxalement, la prospective avec des approches très très larges et surtout participatives permet au moins de se mettre d'accord sur ce qui est prioritaire, ce qui est le plus important. Et en plus, donc, effectivement, l'importance d'avoir du coup des approches structurées et cohérentes avec des scénarios, des narratifs, mais aussi d'autres instruments. Donc, par exemple, et vous avez dit à quel point c'était important d'avoir une vision pour savoir où on voulait aller pour ne pas subir le futur. Donc, par exemple, pour la vision à long terme pour les zones rurales dans l'Union européenne, on a réussi à aller au-delà de la diversité des situations actuelles pour dire, OK, si on ne veut pas subir la dépopulation dans les zones rurales ou les problèmes de démocratie, c'est ça les axes forts qui sont ressortis sur les zones rurales. Question de gouvernance et question de quelles zones rurales peuvent attirer des populations nouvelles et dans quelles conditions, etc. Donc on a utilisé des scénarios de prospective. On est obligé maintenant, dans les études d'impact, de commencer par la prospective. Ça, c'est un des piliers. Je reviendrai sur l'autre pilier, parce qu'on doit anticiper. On doit anticiper les changements, etc., etc. Donc, on utilise pour ça des scénarios. Par exemple, nous, on a utilisé ces scénarios de géopolitique pour
une étude de sensibilité sur les implications de cette géopolitique mouvante pour la sécurité alimentaire dans l'Union européenne, parce qu'il peut y avoir des problèmes, rien n'est acquis, et surtout sur l'inflation. On a fait ça de manière qualitative, mais on va le faire de manière quantitative, avec des modèles économiques, mais aussi des variables environnementales. Donc on va mettre à jour notre série Scénar 2020, 30, 40. Et ça doit être une contribution pour la future PAC post-2027. Alors, je ne peux absolument pas préjuger de cette future PAC, parce que ça nous dépasse tous, et parce que ça ne dépend pas que de Bruxelles, précisément, j'y reviendrai. Mais on peut dire que grâce à la prospective, on sait déjà que les questions de sécurité alimentaire restent sur le radar, y compris dans l'Union européenne et évidemment sécurité alimentaire mondiale et contribution de l'Union européenne. Durabilité, pour la PAC, la nouvelle PAC qui vient d'être mise en œuvre 2023, il n'y avait pas a priori d'arbitrage. Il y a 9 objectifs stratégiques qui reflètent les 3 dimensions de la durabilité, 3 x 3. Après, dans leur plan stratégique, les États membres ont dû baser leur plan sur les besoins, et donc ils peuvent mettre la priorité sur certains objectifs plutôt que d'autres, pour autant que ça corresponde à des besoins. Donc on a des différentes analyses des plans stratégiques qui sont en cours, et un rapport au Parlement européen et au Conseil va être présenté cet automne, et on va regarder justement comment les États membres ont articulé leur plan stratégique pour contribuer aux différents objectifs, à ces 9 objectifs qui correspondent à la durabilité. Pour l'avenir, la boussole restera la résilience. C'est déjà incorporé dans vos différents travaux, très bien. Résilience à tous les niveaux, géostratégique. C'est vraiment lié, parce que la résilience, c'est la capacité à absorber un choc et à rebondir sur une trajectoire durable. Donc il y a de nouveau ces 3 dimensions de la durabilité, mais en plus de ça, on a ajouté des indicateurs géopolitiques. Et sous géopolitique, on a la sécurité alimentaire de l'Union européenne, et aussi des indicateurs de technologie. Après, pour les exploitations agricoles, vous l'avez dit, ça signifie résilience, c'est à la fois l'adaptation, la robustesse, mais aussi la capacité de transformation pour être plus résistant au choc. Et donc, en fait, on peut... je ne suis pas préjugée de la prochaine PAC, mais ça va être un compas avec tout ce qui s'ensuit en termes de pratiques, agroécologie, les technologies. Là où on peut certainement mieux faire, c'est sur la circularité des différents modèles, y compris entre l'élevage et les cultures, et surtout sur l'eau, réutilisation de l'eau, etc. Et on doit améliorer la gestion des risques, en fait. Et les différents instruments que vous connaissez très bien, mais il faut que les agriculteurs soient mieux armés avec de nouveaux outils. Voilà, donc la prospective, c'est une des premières étapes pour les prochaines initiatives, mais l'autre pilier, c'est le dialogue, la consultation. Et justement, hier, notre présidente a annoncé un dialogue structuré avec les agriculteurs et les différentes parties prenantes sur l'avenir de l'agriculture. Donc, au-delà de la prospective, il y a ce dialogue avec ceux qui sont au centre, les opérateurs, agriculteurs et chaînes alimentaires, etc. Parce que ça, c'est l'autre pilier des études d'impact. Ce n'est pas seulement des analyses prospectives, économiques, etc. C'est aussi un dialogue structuré avec les parties prenantes, et là, pour le coup, de tout le système alimentaire. Mais on va commencer par les agriculteurs, comme l'a annoncé la présidente hier. Donc en effet, comme on est dans la prospective, on avait anticipé que
ce colloque aurait lieu juste le lendemain de l'annonce. Voilà, donc on y est. Merci beaucoup Jean-Christophe et tous les organisateurs et participants dans la salle et en ligne. Et puis voilà, je suis disponible en bilatéral pour des questions à l'heure de table, parce que il faut respecter la sécurité alimentaire. Merci Florence.